Mission ministérielle de suivi et de préévaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014. L'heure est au bilan à Agadez pendant que la ministre des Enseignements primaires poursuit ses visites dans la région de Difa. Mission de sensibilisation et de prévention de la maladie Ebola, le ministre de la Santé publique se trouve dans la région d'Agadez. Poursuite de la mission de la Commission nationale des droits humains à l'intérieur du pays, Khalid Ikri a effectué plusieurs visites à Dosso. Messieurs, mesdames, bonsoir. Tout d'abord, la météo. Elle prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur le Tamesna, les régions de Maradi et de Tawa et sur l'Arewa. Présentation Hassan Yakouba. Chers téléspectateurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver pour votre page météorologique. Elle est dominée ce jour par l'évolution d'une zone pluvio-orageuse en cours de matinée et début après-midi sur les régions de Difa et de Zender et aborde en ce moment même la région de Maradi. Et cette zone pluvio-orageuse s'étend depuis le nord du Nigeria jusqu'aux régions frontalières avec l'Algérie. Elle se déplace très lentement et à cet effet, nous prévoyons en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur les régions de Maradi, Tawa et sur le Tamesna. Demain matin, elle poursuivra donc son avancée vers l'ouest pour intéresser faiblement les régions du fleuve avec de très bonnes couvertures nuageuses accompagnées également de plus faibles par endroits. La couverture nuageuse également, nous la prévoyons sur le sud Ader et sur le sud de la région de Maradi. Voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel pour cette page météorologique ce soir. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. Le ministre de l'Élevage a achevé mercredi dernier sa mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique dans la région d'Agadez. Maman El Hadji Ousmane a présidé une réunion de synthèse en présence des autorités régionales. Mohamed Madou, Nassir Nakakali. Au terme de ce périple marathon, le ministre de l'Élevage a présidé une réunion de synthèse consacrée au bilan de la mission. Le ministre de l'Élevage a brossé à grands traits la situation des progrès réalisés au Niger à la faveur de la mise en œuvre du programme de renaissance. M. Mohamed El Hadji Ousmane devait d'entrée de jeu rappeler les dispositions prises par le gouvernement pour faire face au déficit fourrager et céréalier de l'année dernière, avant de dévoiler la batterie de mesures envisagées dans le cadre des préparatifs de la présente campagne agro-pastorale. À ce propos, le gouvernement a mobilisé d'importants moyens financiers et matériels pour lui garantir les succès qu'elle mérite dans tous les domaines. Au vu des écoulements de courriers constatés et l'intensification des activités pluvio-orageuses dans ce mois d'août, l'on peut s'attendre à une amélioration sensible de la situation. Sur le plan pastoral, le tapis herbacé se développe progressivement sur la majeure partie de la région d'Agadez, notamment le Tadres, les vallées et la bande ouest du département de Tchourezrine. Par contre, un retard est enregistré dans certaines zones des communes de Danet, Bougaram, Tabelo, Timia, Ifirouane et Arlit. La situation sanitaire du cheptel est calme dans son ensemble, hormis quelques cas d'infection parasitaire, vite maîtrisés par les services de l'élevage. Procédant à la clôture de cette réunion de synthèse, le ministre de l'Élevage a remercié les autorités administratives et les cadres techniques pour la parfaite organisation de la campagne agro-silvopastorale. Après Bosso, la ministre des Enseignements primaires, Mme Ali Mariama El Hadji Ibrahim, était l'hôte des populations de Ngemi. C'est dans le cadre de sa mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014. Détail, Moudachirou Ouma Jamila, Abdraman Mazou. Poursuivant sa mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale, la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariama El Hadji Ibrahim est allée à Gingimi où elle a visité le site de fixation de dunes de l'ISKIDI réalisé par la population locale sous forme de cash for work. Ainsi que le traitement mécanique a été exécuté à 100% et ce à la grande satisfaction des populations qui, conscientes de l'importance de cette activité, s'attellent à présent au traitement biologique qui consiste à la plantation. À côté de ce site, la délégation ministérielle a eu droit à la présentation d'un kit ménage de l'initiative 3N composé de 60 chèvres reparties à 15 ménages, soit 4 têtes par bénéficiaire.
La ministre a également visité l'OPV1 de Guingimi qui a reçu 80 tonnes de vivres pour la distribution gratuite ciblée. Sur ce stock, 20 tonnes ont déjà été distribuées aux populations. La ministre a après tenu une réunion d'information avec la population pour faire part de l'objectif de cette mission. Une mission qui vise à échanger avec la population sur leurs préoccupations, la vie de la nation en somme sur toutes les questions d'actualité. Les autorités administratives ont à cette occasion salué les efforts consentis par le gouvernement dans la mise en œuvre de l'initiative 3N. Dans cette zone, la situation agro-sylvopastorale et hydraulique est caractérisée par un retard, mais tout de même, l'espoir est permis, ont-ils ajouté. Retour à Agadez, où le ministre de la Santé publique poursuit sa mission de sensibilisation et d'information pour la prévention de la fièvre hémorragique Ebola. Agadez, où il se trouve justement, Manu Agali a présidé une réunion pour faire le point sur la situation. C'était en présence des partenaires au développement. Hachim Mohamed et Ibrahim Mariko. Le ministre Manu Agali présida une réunion d'information sur l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola qui sévit, comme vous le savez, dans la sous-région ouest africaine. À ce jour, aucun cas de fièvre hémorragique Ebola n'a été enregistré au Niger. Et pour passer un certain nombre d'informations en rapport avec les mesures de prévention prises par la CEDEAO et l'OMS. Sur la base de tous ces éléments, notre pays a indiqué le ministre de la Santé publique a élaboré un plan de riposte et des ressources indispensables à la mise en œuvre de ces plans ont été dégagés sur instruction du président de la République pour faire face à toute éventualité. Les équipements de dépistage appropriés ont été commandés. Les dispositifs de contrôle systématique des passagers, tant au niveau des aéroports et nos frontières avec les pays voisins, a été actionné. Aucun détail ne sera négligé à laisser entendre le ministre Manu Agali, qui a cependant instamment exhorté les populations et les responsables à tous les niveaux de gérer la rumeur et d'éviter de faire l'amalgame entre la fièvre Ebola et les autres pathologies comme le paludisme. Certains individus à qui profitent les maintiens de la psychose font circuler depuis quelques jours des SMS faisant état de l'existence de ces cas dans certaines localités du pays. Les auteurs de cette campagne de désinformation sont activement recherchés. Une fois démasqués, ils répondront de leurs actes conformément à la loi, a précisé le ministre de la Santé publique. L'État, pour sa part, a révélé le ministre de la Santé publique va procéder bientôt au recrutement de personnel nécessaire. 15 ambulances flambant neufs viendront renforcer le parc auto existant. En notant auparavant que le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mikido, et le président du conseil régional, Mohamed Anako, ont tour à tour pris la parole pour saluer les avancées enregistrées dans le secteur de la santé. Toujours à Agadez, le ministre de la Santé publique a réceptionné un important appui de la Fondation Tatali Iyali de la première dame, Dr Malika Issoufou. Cet appui, constitué de plusieurs lots de pièces détachées et destinées à la remise en état de 3 ambulances des districts sanitaires de Bilma. Le compte-rendu est signé Hachim Mohamed et Ibrahim Mariko. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, cet appui de la première dame, Dr Malika Issoufou, obtenu grâce au partenariat entre la Fondation Tatali Iyali et Asusu SA, est d'une utilité hautement sociale pour les populations de Bilma et de l'ensemble du Kawar, car il permettra la réparation de 3 ambulances de ce vaste département désertique sur cale depuis plusieurs années. En remettant cette commande aux autorités régionales, le ministre de la Santé publique a remercié au nom des populations et du gouvernement la première dame, Dr Malika Issoufou, pour cet appui si opportun. Merci à tous nos partenaires et je lance un appel à toutes les bonnes volontés, aux nos partenaires techniques et financiers, aux associations, aux projets, aux programmes qui veulent, aux privés, aux hommes d'affaires qui veulent aider la santé de nos populations, d'emboîter les pas à ces gestes et à Asusu SA à travers la Fondation Tatali Iyali. Je vous remercie.
Les usagers de la route Niamey-Niala subissent toujours des désagréments à cause de l'état de dégradation avancée de cette voie, et cela malgré les instructions fermes données par le Premier ministre Brigitte Rafini aux autorités en charge de l'aménagement et de la propriété des arrondissements communaux. Constat Gérard Abdelaziz. Fort du constat de l'état de dégradation avancée de certaines artères de la capitale occasionnées par les eaux des pluies, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Rafini s'était rendu jeudi dernier sur l'avenue Niamey-Niala, précisément à l'intersection de la voie pavée menant à Dar es Salaam et celle de Niamey-Niala. Le constat fut amer à ce niveau. Outre la dégradation très avancée de l'avenue Niamey-Niala elle-même, un dépotoir sauvage a été créé par les riverains, rendant l'endroit impraticable. Séance tenante, le Premier ministre a instruit le maire central ainsi que les maires des communes 1 et 2 pour que dans 72 heures qui suivent, une solution provisoire soit trouvée pour rétablir la circulation, mais aussi et surtout pour dégager les ordures qui jonchent ces rues. En ce dimanche 17 juillet 2014, soit le jour de la fin de l'ultimatum du Premier ministre, nous nous sommes rendus sur les lieux pour voir de visu si les instructions données ont été respectées. Mais hélas, 3 fois hélas, rien, absolument rien n'a été fait dans le sens du rétablissement de la circulation et de l'atténuation du calvaire des riverains et usagers de cette artère phare dans l'exécution du programme Niamey-Niala, cher au président de la République, et cela malgré l'insistance avec laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, a attiré l'attention des maires quant à leur responsabilité dans la propriété et l'aménagement des communes dont ils ont la charge. Pire, ce joyau, construit à coût de milliards dont les travaux ont été lancés par le président de la République en personne, se retrouve aujourd'hui sérieusement endommagé et cause des dommages incalculables sur les citoyens. Vous voyez aujourd'hui dans la saison pluvieuse, nous souffrons. Moi, c'est ma route comme ça pour aller au travail. Et chaque fois, quand je viens ici, je ferme la mienne. Parce que difficilement, j'arrive à avoir accès pour aller au travail. Vous voyez, cette station fait partie des choses qui ont contribué à détériorer ce goudron-là. Moi, je me souviens très bien, si j'ai une bonne mémoire, lorsqu'on réalisait cette station, des gens se sont permis à creuser ce goudron-là à leur fin. On ne peut pas venir parce que tu veux faire une station seulement, tu viens, tu creuses et tu... Tout ça, ça fait partie des choses qui ont détérioré. Vraiment, je lance un vibrant appel à l'État. Parce que normalement, c'est l'État d'abord. Donc c'est eux qui doivent prendre leurs responsabilités. Donc je viens d'ici, vers Riyad. Donc pour venir ici, vraiment je voudrais aller vers la pharmacie, mais pour passer de l'autre côté, on n'a pas de route, il faut toujours passer par là, contourner. Vraiment, de chaque côté, on ne peut pas passer. Vers Bédir, c'est la même chose aussi. Ici aussi, c'est la deuxième place. Là, c'est pire. Vraiment, on ne peut pas aller partout, toujours il faut contourner. Pour prendre l'autre allée, il faut aller sur l'autre goudron encore, contourner comme ça. Vraiment, ce n'est pas des bonnes routes. Franchement, c'est des routes à réparer. Vraiment, c'est pas bon. Le gouvernement prendre toutes dispositions pour nous réparer la route. Au risque de voir Niamey-Niala devenir un simple slogan, les autorités politiques se doivent d'agir. Agir en veillant à ce que chacun fasse le travail pour lequel il a été élu. Alors, interrogation. Pourquoi les instructions du Premier ministre n'ont pas été appliquées à la lettre en dépit de l'engagement ferme qu'ils ont pris? Ces maires méritent-ils vraiment de continuer à administrer nos communes? L'avenir nous le dira. À bon entendeur, salut. Notre pays dispose désormais d'un dispositif de renouvellement du parc auto pour des véhicules de transport public. L'objectif poursuivi par les autorités à travers la mise en place de ce dispositif est de contribuer au désenclavement interne et externe du pays et rendre plus compétitive l'économie nationale. Résumé signé Bachir Harouna et Raïla Toucheb. Au Niger, le transport routier constitue le principal mode de transport qui draine 95% du fret national. Ceci s'explique par l'absence de voies ferrées sur le territoire national, les problèmes de navigabilité sur le fleuve Niger et la faiblesse du transport aérien. Les profondes mutations, l'environnement concurrentiel, l'accroissement de la demande de transport ces dernières années, avec notamment le développement de l'activité des industries extractives et l'accroissement du produit intérieur brut et de la population
informations ont amené le gouvernement à s'engager résolument dans une politique de réforme et de modernisation du secteur des transports afin d'assurer une meilleure compétitivité de l'économie. C'est ainsi que, depuis 2013, le ministère des Transports met en œuvre un projet de renouvellement du parc de véhicules de transport public avec le soutien de l'Union européenne à travers l'appui institutionnel au programme routier d'ISEMFED, Fonds européen de développement. L'objectif est donc d'améliorer le désenclavement interne et externe du pays, assurer donc la sécurité des personnes et des biens et réduire aussi les coûts de transport. Maintenant, les objectifs spécifiques de ce projet, c'est le renouvellement du parc automobile. Donc renouveler le parc automobile à hauteur de 5000 véhicules. Il faudrait peut-être préciser qu'ici, il s'agit du parc de transport public de marchandises et de voyageurs. Donc nous avons 3300 camions. Par camion, il faut entendre les tracteurs, les semi-remorques, les camions porteurs. Concernant le secteur transport voyageurs, donc nous avons les bus, les minibus, n'est-ce pas, et les autobus. Et nous avons aussi 1000 taxis dans le programme. Le financement de ce projet se fera à travers donc les institutions bancaires de la place, avec lesquelles nous sommes en partenariat. Le dispositif de renouvellement du parc des véhicules de transport public est un dispositif complet qui s'appuie sur 5 principaux piliers complémentaires avec un coût total, toutes taxes confondues, de 235 milliards de francs CFA. Le premier pilier du projet, c'est le choix des véhicules. Il nous faut choisir donc pour les transporteurs nigériens des véhicules qui soient adaptés à notre environnement, qui soient adaptés aux conditions de nos routes, n'est-ce pas, des véhicules qui soient suffisamment robustes, des véhicules qui n'ont pas d'électronique embarquée et des véhicules qui ont un bon rapport qualité-prix de manière à garantir la rentabilité de l'exploitation pour les transporteurs. Le deuxième pilier du projet, donc, c'est le choix des financements. Il s'agit pour nous de mettre en place un mécanisme avantageux de financement des véhicules pour les transporteurs. Donc ce mécanisme se fera à travers le Code des investissements qui a été l'instrument principal, qui est majeur pour le financement donc, des véhicules. Et nous sommes en train de négocier aussi avec des partenaires pour mettre en place des lignes de crédit. En tout cas, il y a des négociations qui sont très avancées dans ce sens. Plus maintenant les banques aussi, n'est-ce pas, avec lesquelles nous sommes en négociation et qui ont accepté dans le cadre du projet donc de nous faire des taux préférentiels. Donc le mécanisme de financement que nous mettons en place, ce serait des lignes de crédit, ce serait donc le Code des investissements, donc une association ligne de crédit, Code des investissements et taux préférentiels au niveau des banques. Sur le Code des investissements, il offre beaucoup d'avantages au secteur des transports. C'est la première fois que le secteur des transports il est dans le champ d'application du Code des investissements. Aujourd'hui, avec le nouveau Code des investissements, vous achetez 5 camions, donc vous êtes dans le bénéfice du Code. C'est-à-dire que vous êtes exonéré donc de douane et vous êtes exonéré de TVA. Et même les intérêts sur les prêts sont exonérés. Donc je pense qu'il y a l'incitation qui est là aujourd'hui. Le troisième pilier du projet, c'est la professionnalisation des transports. N'est-ce pas? Vous savez, toute activité humaine, il faut de la discipline. Pour exercer une activité, il faut être organisé. N'est-ce pas? Le transport aujourd'hui, tel qu'il se fait, ne répond pas en tout cas aux préoccupations d'un transport qui soit économique, un transport qui soit rentable pour les gens qui exercent même l'activité. Pour cela, donc, nous envisageons donc de mettre ces transporteurs-là ensemble. Ceux qui peuvent constituer des sociétés, ils vont constituer les sociétés. Ceux qui n'ont pas la capacité donc de faire des sociétés, ils vont se regrouper en GIE, groupement d'intérêt économique. De façon à ce que nous, cellule de gestion du projet, donc nous assurons donc l'encadrement rapproché effectivement de ces transporteurs, en leur donnant des formations, de façon à garantir la pérennité de leurs activités et faire en sorte que cette activité soit rentable pour eux-mêmes et pour le pays. Il y a un volet donc cadre institutionnel, organisationnel et juridique, n'est-ce pas? L'ancrage du projet, c'est le ministère des Transports. Nous avons donc un comité de pilotage qui a été mis en place. Il y a une cérémonie officielle pour installer ce comité de pilotage. Il y a la cellule de gestion. La cellule de gestion donc qui est donc l'organe qui s'occupe de la gestion au quotidien donc des activités du projet. Le cinquième pilier du projet,
c'est les mesures d'accompagnement. Vous savez, c'est très bien de donner des véhicules aux gens, mais il faut aussi garantir aussi pour avoir le fret, donc l'accès au fret. Il faudrait que les transporteurs, une fois qu'ils ont les véhicules, qu'ils puissent transporter. Parce qu'un transport, vous savez, c'est les kilomètres roulés qui rentabilisent l'activité. Il faut que le véhicule soit en mouvement avec un bon taux de remplissage. Et ça, nous allons travailler pour ça. Et c'est ça les mesures d'accompagnement du projet. Il y a aussi toutes ces mesures sur les surcharges qu'il faut faire. Donc toutes ces sensibilisations qu'il faut faire, n'est-ce pas, toutes les facilitations qu'il faut créer aussi, donc pour permettre effectivement aux transporteurs effectivement d'exercer leur activité. Voilà les 5 piliers. Le renouvellement du parc permettra ainsi à notre pays d'avoir une flotte moderne de véhicules conformes aux normes techniques internationales, lui permettant non seulement de réduire le taux d'accident, de dynamiser les activités de transport des marchandises et des personnes à l'intérieur comme à l'extérieur, mais aussi et surtout de préserver son patrimoine routier des dégradations prématurées dues aux surcharges. Autre aspect de ce journal, le président de la Commission nationale des droits humains a effectué vendredi dernier à Dosso une série de visites au niveau de plusieurs structures étatiques, notamment à la police, à la gendarmerie, au tribunal de grande instance et à la maison d'arrêt de Dosso. Détail, Rachida Nawada, Habibou Bakou. Il ressort de cette visite que la plus grosse difficulté évoquée par ces détenus est liée à la lenteur judiciaire, sinon de l'ensemble leurs conditions de vie acceptables. La délégation s'est ensuite transportée à la direction régionale de la police, à la brigade mixte de la gendarmerie. À ce niveau, l'on note une insuffisance des moyens roulants et surtout, leurs locaux ont besoin d'être modernisés. Le tribunal de grande instance a constitué la dernière étape de cette série de visites. Les détenus condamné ou pas, est un être humain. Et en tant qu'être humain, il a droit à la dignité. Au niveau des forces de défense et de sécurité elles-mêmes, il y a un effort à faire, notamment par rapport donc, à leurs conditions de travail. L'expert en technologie de l'information et de la communication de l'UMOA, qui séjourne depuis quelques jours dans notre pays, a animé une conférence débat ce vendredi à la Maison de la Presse. Il s'est agi pour M. Aboussé Akoué d'expliquer aux participants toute l'importance de la télévision numérique terrestre TNT, aussi bien pour les médias que pour les populations. Issoufou Suleiman, Sekinotop. Avec pour mission principale d'informer les médias de l'importance de la télévision numérique terrestre dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, cet expert a échangé avec ce dernier. Le but recherché est de leur expliquer non seulement le processus de la TNT, mais aussi le rang des 8 pays membres de l'UMOA dans ce processus. Demain, le paysage va changer. Il va y avoir une entité qui va diffuser tout le monde. Et les autres vont faire de la production du contenu. Alors, ce qui nous arrive est inimaginable. C'est-à-dire, nous serons que limités que par notre imagination, parce que dans les villages, si nous gérons bien le processus, on recevra toutes les chaînes de télévision. C'est formidable. Cela veut dire que la pluralité de l'information conduit au développement. Et en 2013, il y a eu l'adoption de ce document par le gouvernement et la mise en place des instances chargées de la mise en œuvre de cette stratégie. Et à un moment, on était un peu bloqué par ce que vous connaissez, c'est-à-dire les nerfs de la guerre, l'argent. Dieu merci que maintenant, on a eu, avec l'appui de la BOAD et de la BIDC, sur le soutien de l'UMOA. Le gouvernement du Niger aussi nous a autorisé à utiliser le fonds d'investissement pour le développement pour pouvoir démarrer en attendant l'aboutissement des procédures de ses partenaires, donc la BOAD et la BIDC. Donc présentement le Niger peut démarrer la campagne de sensibilisation et même lancer les dossiers d'appel d'offres pour l'acquisition des matériels TNT et des kits de réception TNT.
Les radios et télévisions doivent désormais passer de l'analogique au numérique d'ici juin 2015. Ainsi, cet exposé a permis d'édifier clairement les participants sur le processus de la TNT. Le gouverneur de la région de Tillabéri était hier dans le département de Balayara pour s'inquiéter de l'ampleur des dégâts causés par les inondations au niveau de plusieurs localités du département. Zakari Maman, Amadou Ibrahim. Djabri Assimiou était allé s'inquiéter de l'ampleur des dégâts, apporter tout le soutien des plus hautes autorités du pays aux populations sinistrées, par la même occasion annoncer les dispositions prises par le gouvernement pour les premiers secours à l'endroit de ces sinistrés. Nous allons demander aux services concernés, l'équipement en l'occurrence, de prendre des dispositions pour assurer la sécurité au niveau de la circulation sur ce tronçon. À Balayara, ça fait 3 ans consécutivement que ces eaux, ils les appellent les eaux rouges, envahissent les champs. Le gouvernement a déjà dédommagé pour une première fois les populations qui sont concernées. Malheureusement, elles sont revenues construire dans le même site. C'est normal que cela arrive. Mais de façon globale, la riposte s'organise. Une importante quantité de vivres sera acheminée ici pour les populations victimes de ces inondations. Il y a également des produits non alimentaires qui sont prévus et vont être distribués. Pour l'heure, la situation est sous contrôle, a affirmé le gouverneur de la région. Les partenaires et amis du Niger accompagnent les efforts des autorités de la 7e République. Djabri Assimiou a enfin lancé un appel à l'endroit des populations d'éviter de se reloger sur les lits de Kori. La plupart de ces inondations sont causées par l'occupation des lits de Kori qui sont revenus à la faveur des importantes précipitations qui se sont abattues.